à quel point ce geste peut impacter tout cet écosystème. Nous allons partir en exploration dans un environnement totalement inconnu et rarement exploré par des humains. Enfin, inconnu, plutôt que d'aller au bout du monde, nous allons réexplorer nos propres environnements chez nous, quoi. On vous emmène en expédition à travers les échelles pour découvrir comment nos actions, nos activités, un simple geste peut impacter tout un écosystème. Et qui dit aventure dit équipe. Celle-ci sera composée des chercheuses et chercheurs du LIEC, le laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux, qui étudie ces écosystèmes depuis maintenant 10 ans. On y va ? C'est parti. Notre expédition commence dans un lieu où l'on ne s'attend pas à rencontrer des scientifiques. Partons dans nos forêts. Ces environnements-là, on les connaît toutes et tous. La forêt, c'est chez nous, c'est derrière chez nous, c'est dans notre famille, dans notre enfance. Est-ce qu'on pourrait pas les voir un peu différemment? Comme tu dis, les forêts, on connaît tout ça. Il y a des anciens milieux-là, des petits spots, des petites poches qui sont beaucoup moins connus, beaucoup moins catégorisés. C'est ce qu'on appelle des mares forestières. En Lorraine, on parle de mardelles, par exemple. Donc on n'est pas en pleine rando, mais on est sur un terrain de laboratoire, quoi. Un terrain d'expérimentation à ciel ouvert. Tout à fait, exactement. Ouais. Là, ce qu'on essaie de comprendre, nous, c'est la trajectoire écologique. Ce site-là, la place qu'il a dans l'écosystème et quel rôle il peut jouer dans l'avenir, mais aussi d'où il vient. Bon, moi, j'ai trop hâte de voir ça. On y va, du coup, c'est parti. Allez. Il y a un tour qui doit jouer dans quel pétrin. 2, 3. 2, 3. Donc là, on a une séquence complète en fait. Ça, c'est vraiment de l'argile. Bon, tu vas te pourrir, hein, mais. Ouais, c'est pas grave, on est là pour ça. C'est l'argile, c'est vraiment le truc le plus compact que tu peux. À 2000 années, tu disais au tout début. Alors, même plus ancien, parce que ça s'appelle le matériel géologique qui est très vieux, qui est en place, qui est glaciaire ou post-glaciaire. Ouais. Les 2000 ans, ils sont là. Ok, là, la mardelle n'existe pas, et à partir de là, exactement, ça exactement. Assure-toi tes doigts. Donc là, je suis dans l'argile, là, on n'entend pas le même bruit. On voit qu'il y a quelques feuilles là quand même. Et surtout là par exemple tu vois un fruit, une graine de quelque chose. Super. Donc ça par exemple quand tu es au fond de la mardelle, si elle a 2000 ans, ça a peut-être 2000 ou 1800 ans, enfin voilà. Attention. Voilà, donc on n'a pas trop abîmé. Donc voilà, c'est joli, il y a des trucs hétérogènes à voir déjà à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des choses qui toi te sautent aux yeux? Ça c'est une partie active, quasiment vivante, là c'est assez récent probablement, on voit que la matière organique est peu décomposée. Puis à partir de là, on voit que la matière organique, elle est beaucoup plus décomposée. Les analyses qu'on va faire, c'est essayer de déterminer l'âge de ce cadre-là. C'est l'analyse, par exemple, des pollens qu'on va retrouver à l'intérieur. T'as une idée de jusqu'où on pourrait remonter approximativement sans faire la datation? Donc là, potentiellement, on a au moins 500 ans, peut-être 600, 700 ans. Quoi. On pourrait avoir des traces d'activité humaine ou de climat qui ont changé? C'est exactement ce qu'on cherche, là. Donc comment la végétation autour de notre mardelle, et peut-être même la végétation de la mardelle elle-même, a changé. C'est ce que va nous indiquer les pollens. Donc rien que ça, déjà, je trouve que c'est une question qui est vachement excitante, quoi. Ça répond aussi à des questions qu'on a aujourd'hui. Un, c'est le stockage carbone. Si ces milieux-là, ils sont remplis de matière organique, c'est qu'ils stockent du carbone. Alors ils en stockent une quantité qui vaut ce qu'elle vaut, c'est pas des grandes tourbières immenses. On ne sait pas, aujourd'hui, c'est pas quantifié. Donc c'est des questions qu'on a. Après avoir découvert les dessous de la forêt, des explorateurs nous proposent d'adopter un autre point de vue. Intrigués, nous voilà au bord d'une rivière polluée par une ancienne usine de sidérurgie. Naturellement, tu arrives sur cette rivière, tu vois les bouteilles, les canettes, tout ça, tu dis « Ah, c'est sale, etc. » Mais finalement, la pollution la plus insidieuse, elle est peut-être en face, que tu ne la vois pas, quoi. Ouais, elle est juste pas visible, elle n'est pas détectable. Par exemple, là, sur un banc comme ça, la concentration en zinc, elle est peut-être de 50 000 mg par kilo. Alors que dans le fond géochimique de la vallée, tu vas plutôt être à 120 mg par kilo ou 80 mg par kilo. Parce qu'on est plus de 100 fois ce que tu peux avoir dans le sol, dans la forêt, un peu plus loin. Une fois qu'on sait ça, si on veut quantifier la quantité totale de zinc qui potentiellement pourrait polluer la rivière, eh ben on le fait grâce à des relevés de photogrammétrie et de modèles numériques de terrain. On va reconstituer numériquement ce banc sur ordinateur et que tu vas pouvoir dire, là j'estime le volume à 3 tonnes de matériel. Ah bah tiens, quand on parle de lui, la photogrammétrie, c'est avec ce drone. T'as transformé la réalité en un jeu vidéo. Voilà, non mais c'est exactement ça. Je suis vraiment... J'ai vraiment trop fait penser à Minecraft quand t'as zoomé dessus. Ouais, voilà. C'est plein de petits cubes. En fait, voilà, chaque pixel, c'est un petit point.
Et on utilise voilà, des cibles ici, là, qu'on a positionnées, voilà, là elles sont ici, qui nous servent à recaler nos images. Donc vous êtes sur des échelles à la fois spatiales et temporelles, et vous rendez cet invisible visible, c'est ça? Oui, c'est vraiment une des particularités des sciences de l'observation, de l'environnement, même de la planète, c'est qu'on a besoin de temps pour faire apparaître certains phénomènes. C'est comme le changement climatique. Le changement climatique, c'est une rampe, alors qui est malheureusement en train de s'accélérer. Mais c'est une rampe qui est connue depuis très longtemps, mais jusqu'à maintenant, c'était un signal faible qui monte doucement et dont les impacts se font progressivement. Là, c'est la même chose. Ici, sur cette berge, on a des polluants. Tous les jours, il y a un petit peu de cette pollution qui va dans l'eau. Donc nous, ce qu'on cherche effectivement à quantifier sur le temps long, c'est l'accumulation de tous ces phénomènes et de tous ces impacts. Des laboratoires en pleine nature, c'est intriguant. Mais recréer la nature en laboratoire pourrait être fascinant. Car quand tout est complexe, les scientifiques ont un certain réflexe. Modéliser. Alors, de modéliser, en soi, là, on est sur des microcosmes. Donc, on va être sur des petits volumes. Plus on va aller vers le petit, plus on va être contrôlé. Plus on va aller vers le grand, moins ça va être facile de contrôler tout ce qu'il y a dans ton milieu. Et on a exposé, en fait, des moules. Donc, c'est des bivalves qui vont filtrer la colonne d'eau et notamment le contaminant qu'il y a dedans. Et on va voir les effets au niveau, ensuite, individuel, puis subcellulaire. Là, on a exposé du nickel. C'est un métal qui est toxique, qui est largement utilisé, en fait, dans le milieu industriel. Et du coup, par son extraction, on retrouve aussi beaucoup dans l'environnement. Ce qu'on fait dans ces petits béchers, c'est qu'en fait, on fait pondre les drésènes, donc les moules. Elles sont exposées à un contaminant. Ensuite, on les fait pondre grâce à une molécule pour ensuite étudier les gamètes. Donc, on va regarder différents paramètres très classiques comme la viabilité et la concentration. On peut aussi aller plus loin pour voir au niveau subindividuel de l'adulte et les conséquences et répercussions à plus long terme sur le succès de reproduction. Ça nous permet de voir un petit peu les mécanismes d'action des contaminants dans un milieu simplifié, qu'on peut ensuite aller extrapoler à des plus grandes échelles d'organisation biologique, niveau individuel, voire populationnel. Quand on dit état de santé... Mesurer l'état de santé C'est ça. Bon, ça peut être à travers un organisme qui nous représente en fait son environnement via sa filtration, donc il accumule tout, donc on a un peu une image de son exposition au cours du temps. Faire un bilan de santé d'une espèce pour révéler celui d'un écosystème. Oui, seulement, il n'y a pas que des moules qui habitent nos rivières. Et notre prochaine escale va encore plus vous surprendre. Descendons à une échelle encore plus basse pour découvrir les daphnies. Des hippocampes? Non, des daphnies. Cet appareil-là, c'est toujours de l'exploration, toujours la démarche de se dire qu'est-ce qu'on va réussir à voir. Et puis tu verras que généralement la surprise, c'est les collègues qui l'ont, et c'est un décrochement de mâchoire parce que tu vois... Alors là, vous observez une daphnie, donc c'est Daphnia magna. Il y a moins de 24 heures en fait. La daphnie, elle se déplace dans l'eau en utilisant pas un bras, c'est pas une patte, c'est des antennes, mais qu'elle va pouvoir déplacer. Voilà. Merci. Vous voyez la bouche, le tracé du tube digestif. Elles sont nourries avec des microalgues. Donc par transparence, vous voyez que la daphnie a mangé. Ici, on va distinguer son cœur. Et après, ce que vous voyez bouger au niveau thoracique, c'est des pattes sur lesquelles sont disposés des branchies. Et c'est par cet impadis-là que respire la daphnie. Ça fait partie des chaînes alimentaires. Ouais. Après, si ça a été choisi comme modèle en écotox, c'est justement pour que ça soit représentatif de l'écosystème. Donc, ce qui va m'intéresser, ça peut être tout simplement de mesurer sa taille, parce que en fait, quand tu exposes un organisme des produits toxiques, tu vas observer des retards de croissance, par exemple, ou des malformations. C'est super intéressant avec ce microscope, c'est que tu remets les choses en perspective. Changer de perspective. Ouais, en voilà une bonne idée. Pour cela, un explorateur nous emmène à la rencontre de ce vivant connecté, où le changement d'échelle révèle de nouveaux secrets. Donc ici, c'est un peu ta grotte. C'est des peupliers hybrides qui ont été conçus pour la recherche, donc qui sont assez spécifiques, d'autant plus qu'ils sont stériles, qu'ils sont axéniques, donc c'est des choses un peu particulières. Après, l'idée, c'est d'avoir des modèles pour transposer dans ce qu'on voit dans la nature, en fait. Se rapprocher de conditions réelles, ça s'appelle la bio-augmentation. Donc, en fait, on rajoute la bactérie et le champignon sur le sol et pour voir si ça permettrait de dépolluer les sols qu'il y a dans la nature, on va dire, sur les anciens sites miniers, par exemple, ou des choses comme ça. On a un champignon qui a été caractérisé parce qu'il aide la plante à grandir plus vite, mieux. La plante, en échange, elle donne aussi des choses aux champignons et aux organismes. Et une bactérie qui dégrade le phénotrène, donc il y a un polluant,
Donc ça, c'est un PSM pour poste de sécurité microbiologique. Quasiment toutes les plantes sur Terre, en fait, ont des micro-organismes avec. Et du coup, là, vu qu'il n'y en a pas, on est obligé de réduire un peu la complexité. Donc on s'éloigne de la réalité, mais ça nous permet d'accéder à des informations qu'on n'aurait pas si on reste à un niveau beaucoup plus grand. On a le peuplier qui est tout seul dans son petit cristallisoire. On a la bactérie qui est toute seule, le champignon qui est tout seul, et après on fait les différentes combinaisons possibles. Et donc on étudie ça pour essayer de démêler un peu quelle est la proportion, la part de chacun de ces 3 acteurs dans ce qu'on voit au final de manière globale. Il y a quand même beaucoup de micro-organismes qui nous aident dans les cycles biogéochimiques, dans la dépollution. C'est vraiment plutôt des alliés, on n'ira pas dire que c'est nos ennemis. Côtoyer l'échelle des bactéries nous donne alors l'envie d'aller plus loin. Mais jusqu'où pourrions-nous descendre dans l'infiniment petit? Et que pourrait-on y trouver? Un colloïde, c'est un objet qui est plus petit que le micron. Il est soumis au champ gravitationnel comme tout objet, mais il est tellement petit que ce champ gravitationnel n'a pas d'influence sur lui. Donc lorsqu'ils vont être dispersés dans l'eau, dans un milieu aquatique, ces objets vont avoir la capacité de vivre leur vie, d'aller où ils veulent. On cherche à rendre compréhensible l'invisible, comment un minéral va interagir avec une bactérie, une algue, comment un contaminant, une nanoparticule, ou tout ce qui est produit manufacturé qui vient de nos activités humaines, qui finit dans un milieu aquatique, va interagir avec un organisme vivant. Ici, on va mesurer ce qu'il y a dans les carottes sur cette machine-là. C'est un diffractomètre à rayons X. On va chercher à mesurer l'arrangement des atomes dans un minéral ou dans une matière cristallisée. Et cet arrangement des atomes est la signature, c'est la carte d'identité en fait d'un minéral par exemple par rapport aux carottes qui peuvent être faites à proximité des barrages. Lorsqu'il y a eu une activité minière, on peut avoir des relargages de choses qui étaient sédimentées assez inertes qui sont remises dans la flotte. Tous ces changements de propriété et de réactivité peuvent être interprétés grâce aux instruments qu'on va avoir ici. Ok, on a vu des gens passionnés, passionnants, curieux et engagés, mais on leur a quand même demandé, est-ce que vous êtes jamais rattrapé par la réalité, voire l'éco-anxiété? Il faut prendre ses distances entre ce qu'on peut voir, ce qu'on peut apprendre de temps en temps, et puis après, ce qui nous drive tous les jours. Il faut vivre avec la frustration. Notre boulot, nous, c'est de comprendre et de trouver des solutions qui pourraient marcher. On n'est pas là pour prendre des décisions où notre rôle, c'est d'apporter de la connaissance, mais comprendre, apprendre de nouvelles choses, les transmettre. Je crois que c'est le moteur de tous les acteurs de la recherche. Je vais certainement pas résoudre les problèmes des changements globaux avec mon expérience en soi. Mais on va dire que peu importe la discipline, chacun met un petit peu sa petite pierre à l'édifice. Je pense que si chacun amène sa pierre à l'édifice, on y arrivera. Je pense que c'est important de vulgariser, de partager ce qu'on fait. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui passe sur le campus là, qui promène son chien parce que c'est agréable et qui ne sait pas du tout qu'est-ce qui est en train de se faire à n'importe quel étage de ce bâtiment, par exemple. Et si tu as de l'émerveillement chez les gens, tu vas être déjà sur une bonne piste pour susciter de l'intérêt, en fait, là. Et donc, c'est un bon point de départ, je pense. Si le travail des chercheurs et chercheuses s'arrête ici, quand est-ce que c'est à nous de reprendre le flambeau de cette passion, de cette envie de l'action? Quand est-ce qu'un jour, nous pourrons espérer reboire cette eau?